Avec le temps va, tout s'en va. Chers amis et téléspectateurs de sarfati.com, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Nous démarrons aujourd'hui notre première chronique santé, mais avant je tenais à remercier celles et ceux qui nous suivent. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux, et en Israël, et en France, mais également, chose nouvelle, en Amérique du Sud. Donc vraiment merci, je vous convie également à venir vous inscrire sur la page Facebook de sarfati.com, également à venir visiter notre site. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène terrible et terrifiant. Alors nous ne sommes pas là pour vous angoisser, mais plutôt pour vous éclairer. Nous allons évoquer la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est une maladie, un malade est détecté toutes les 70 secondes dans le monde. C'est dire si le phénomène est important. Vous allez me dire également quel est le rapport avec l'ALIA. Eh bien, le rapport avec l'ALIA, c'est que parfois on vient s'installer en Israël et on n'est pas préparé à certaines choses. En général, à l'âge de la retraite, on envisage de partir et lorsque l'on arrive, eh bien, cette maladie survient d'un coup sans nous prévenir et on ne sait quoi faire. Et pour traiter de ce phénomène tragique, je reçois aujourd'hui le docteur Ilan El-Grabli. Bonjour docteur. Bonjour Steve. Alors docteur El-Grabli est psychologue diplômé de l'université de Nancy 2 en France, université que beaucoup connaissent dans ce domaine. Il exerce aujourd'hui en Israël puisqu'il a fait son ALIA. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on puisse évoquer sans tabou cette maladie parce qu'elle concerne, comme je l'ai dit, beaucoup de monde. Il n'y a aucune raison de ne pas l'évoquer, même si ça paraît angoissant. Je pense que tous les phénomènes de société doivent être évoqués sur sarfati.com et pourquoi pas celui-ci. Ce que j'aimerais savoir d'abord, en toute première question, ce que les gens se poseraient éventuellement comme question, c'est de savoir quels sont les premiers signes qui caractérisent, ces premiers signes visuels qui caractérisent la maladie d'Alzheimer. Alors, bien souvent, en fait, on est confronté à la famille, en tout cas confronté à deux cas de figure. Il y a un premier, en fait, où on ne voit pas vraiment les signes. C'est ce qu'on appelle le début insidieux. Donc, la personne a des petits oublis qu'on met sur le compte de l'âge. Elle va avoir des petites difficultés au quotidien, mais on ne va pas trop faire attention. Et puis naturellement, parce que bien souvent c'est le phénomène, on va compenser ce qui va se passer pour son parent ou dans le couple. Et donc du coup, on ne va pas forcément se rendre compte que quelque chose se met en place. Et puis du côté de la personne, il y a bien souvent aussi une sorte de sentiment comme ça, que les choses ne sont pas comme d'habitude. Mais la personne va mettre en place des petites stratégies en fait, de contournement tout simplement pour ne pas se mettre en échec. Et si par exemple elle a l'habitude de participer à des jeux ou de faire des choses plus élaborées à manger, elle va avoir un petit peu tendance à réduire ce type d'activité. D'accord, à toutes fins utiles, je tenais quand même à préciser qu'il n'est pas question de parler de maladie d'Alzheimer à chaque fois qu'on a un oubli, parce que souvent on est distrait par certaines choses, par des choses de la vie. On passe des fois par des périodes de dépression et il arrive d'en avoir vraiment, d'avoir une tête farcie comme ça et d'oublier les choses. Donc, au passage, la dépression est même connue pour générer des troubles de mémoire aussi. Exactement. On a tendance à perdre l'oubli quand on déprime. Comment distinguer ça? Et ce qu'on a tendance à faire, c'est sûr, naturellement, bien souvent, assez paradoxalement, c'est à blaguer autour de cette maladie. C'est la chose la plus fréquente. Un petit oubli, un petit truc. Ah, t'as Alzheimer, tu nous fais un Alzheimer. T'inquiète pas, c'est son Alzheimer. Bizarrement, c'est une des maladies avec laquelle on rigole le plus. Parce que ces petits oublis-là, on les fait tous, mais c'est ces petits oublis-là qui font que bien souvent, on ne voit pas forcément venir la maladie. Dans le premier cas de figure que j'ai donné, qui est le cas d'arrivée de début insidieux, parce qu'il y a aussi un autre mode d'entrée qui est un mode d'entrée plus brutal, et qui passe par un épisode confusionnel. C'est de la violence. Il peut y avoir un épisode de violence, un épisode de grosse perturbation, la personne se montre complètement désorientée, ça arrive de façon quasiment spontanée. Alors des fois il y a des petits éléments, des petites prémices qui arrivent les jours précédents, mais on ne les voit pas forcément venir, c'est un petit peu de repli. Et encore une fois, on met ça sur le compte de quelque chose de naturel, un petit coup de mou, le petit coup de blues, ce genre de choses. Ou la fatigue. La fatigue, exact. On peut résumer ça de façon assez simple, en fait, selon 3 grands axes, on va dire. Le premier point, et c'est des phénomènes qu'on a tous vécus. Il faut s'imaginer que la personne qui est malade a ce phénomène qu'on connaît tous, c'est le phénomène de quand on a quelque chose sur le bout de la langue et qu'on n'arrive pas à sortir le mot. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. C'est du naturel. Et bien souvent, ce qui désigne la pathologie du naturel, c'est un phénomène naturel qui s'intensifie
et qui fait qu'on bascule, parce qu'après il est trop fréquent, qui fait qu'on bascule dans la pathologie. Ça nous arrive à tous. Et on voit tout à fait le sentiment que ça fait. C'est très désagréable, on veut dire quelque chose, ça sort pas, ou on voit la tête d'un acteur ou de quelqu'un qu'on connaît, on n'arrive pas à remettre son nom. Ça, c'est un des grands axes qui arrive bien souvent auprès d'une personne qui a une démence au sens large, donc une maladie d'Alzheimer, ou une démence une démence apparentée. Donc avoir sur le bout de la langue quelque chose, ça va. L'avoir de façon récurrente, ça commence à être un petit signe. C'est problématique. Et il faut s'en inquiéter. Et on se rend compte. Ouais. Du moins se poser des questions. On s'en rend compte. Mais bien souvent, encore une fois, on met ça sur le compte d'autre chose, la nature étant faite à ce que... Mais forcément, comment voulez-vous que des gens qui ont l'habitude de vivre avec une personne puissent imaginer un seul instant que ce soit la maladie d'Alzheimer, alors que la personne essaie de deviner... Bien sûr. On n'imagine pas le pire. Tant qu'on est à la retraite et qu'on prépare ses beaux jours, que quand on est encore dans la vie active pour les démences très précoces et qu'on est encore dans l'entrain du travail et qu'on n'est pas du tout, dans l'optique d'être entre guillemets dans la fin de ses jours. Il y a un deuxième point qui aide aussi à comprendre cette maladie-là, c'est, on pourrait appeler ça, un auteur américain, Ken Wernkamp, appelle ça la baguette magique diabolique en fait. C'est comme si, il faut essayer de se comprendre cette situation-là. Imaginons, je vais prendre conseil chez quelqu'un, chez mon médecin, je suis malade, j'y vais avec un ami. Nous partons tous les deux, on demande, on parle avec le médecin. Le médecin me donne une prescription, j'ai une question par rapport à lui, il me propose de corriger le traitement. Et puis je lui repose, il me dit qu'il y a un coup de baguette magique comme ça qui efface tout dans ma mémoire. Et juste après, je lui repose la question. Alors, il va me regarder bizarrement, l'ami aussi va me regarder bizarrement, on se dit, bon, il n'a pas entendu. Moi je vais avoir conscience de ça, mais je vais reposer ma question, il va me redonner la réponse. Et peu de temps après qu'on me donne la réponse, nouveau coup de baguette magique, j'oublie à nouveau et je repose la question. Là, on n'a plus trop quelqu'un qui nous fait la même tête en face, et l'ami, pareil aussi, se pose aussi la question. Nouveau coup de baguette magique, j'oublie à nouveau. Dans la voiture, je vais reposer cette question-là. Bien souvent, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les couples, qui est très logique, parce que la personne, bien souvent, a tendance à perdre ses affaires, après ça arrive, c'est plus où l'a mis, son portefeuille, sa carte bleue, des choses importantes, surtout si par exemple l'argent était une valeur forte pour elle, donc la carte bleue c'est important, en général on a tendance à savoir où on l'a mis, portefeuille aussi, ou les clés de voiture, c'est quelqu'un de très autonome, même pas forcément, mais on va dire, en fonction du caractère, on va être attaché à plus ou moins certaines choses. Même griller un feu rouge, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi en voiture. Alors, ce qui se passe par rapport au phénomène que je disais, c'est que, du coup, on peut avoir tendance, à penser que c'est l'épouse ou l'époux qui a mal rangé. C'est plus là, je sais où je le mets, mais en fait j'ai oublié où je l'ai mis, c'est nécessairement de la faute de quelqu'un, je ne m'en rappelle pas, donc c'est de ta faute. Et on a bien souvent des petits fonctionnements un petit peu paranoïaques comme ça qui se mettent en place, qui sont très très durs à désamorcer. On culpabilise l'autre. Pour le conjoint. On peut le culpabiliser, mais bien souvent on peut même être agressif vis-à-vis de lui. On peut, en fonction du tempérament, on peut avoir différents types de réponses. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que le conjoint ou alors les membres de la famille doivent penser, doivent faire? Soit on est dans un schéma comme ça, c'est-à-dire où on est d'abord dans le déni, c'est pas possible, puis après on passe un petit peu dans la protestation ou dans le rejet, donc on va avoir tendance à rejeter ce qui se passe, cette maladie j'en veux pas, et donc là on va mettre plus en place des émotions de colère, on va être agressif, bien souvent vis-à-vis de la famille, et donc le sujet de la maladie va aussi être tabou, même vis-à-vis de l'entourage. C'est de la faute du médecin, c'est de la faute de l'entourage, c'est de ma faute, on ne m'a pas prévenu. Et puis après, on va avoir quelque chose plus de l'ordre de la culpabilité. Vraiment avec un vrai sentiment de culpabilité, de honte, on va un petit peu commencer à déprimer un petit peu, à s'en prendre plus vraiment à soi-même. Mais le travail on va pouvoir parler plus facilement déjà de la maladie. Après, on passe à une étape où c'est déjà un petit peu plus possible. Donc en fait, on a l'interaction entre ce phénomène-là d'acceptation de la maladie et un autre phénomène qui est les capacités mentales de la personne à comprendre ce qui se passe. Donc au stade 1, ce que les gens peut-être aimeraient savoir, c'est comment dois-je annoncer à mon père, à ma femme, à mon conjoint ou ma conjointe, comment annoncer cette maladie sans froisser pour éviter justement cette déprime ou ce choc parce que la personne est encore complètement consciente.
Ça, il faut dire, on n'est pas du tout au stade de la grosse démence où la personne ne sait plus où elle est, où elle se trouve, elle ne sait plus qui est là devant elle. Donc comment lui annoncer, puisqu'on a encore une personne quasi normale devant nous? C'est pas à la famille, tant que faire se peut, de faire ce genre d'annonce à la personne. Ça doit sortir de la bouche d'un médecin, et c'est un médecin qui lui a l'autorité médicale et le pouvoir pour dire à quelqu'un « vous avez telle maladie, et je vais pouvoir vous expliquer ce qui va se passer, et voilà ce qu'on peut faire pour vous ». Et la personne va pouvoir poser les questions si c'est possible. Bien évidemment accompagner, mais c'est pas à la famille de porter cette responsabilité. Quand on annonce quelque chose comme ça, on porte le poids du diagnostic. Mais enfin, vous savez que parfois, la famille ne désire pas annoncer la maladie non plus. On a bien souvent envie de cacher. On sait que la personne est sensible, cardiaque parfois. On n'a vraiment pas envie de le faire, ou on veut le faire soi-même, ou passer peut-être par un ami. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on n'a pas envie forcément du médecin. Parce que on a des phénomènes qui se passent où après c'est la famille qui reprend en fait, qui va prendre la phase 2 qu'on expliquait tout à l'heure, la protestation, la colère. La famille va être au premier plan de ça. Donc celui qui annonce bien souvent va être la personne à qui on va dire mais c'est pas possible, et après à qui on va tout renvoyer. Donc les médecins sont des professionnels, ils n'ont pas le même lien forcément au patient que le conjoint, et donc ils sont habitués, ils sont neutres par rapport à ça. Parce que j'ai le souvenir d'une anecdote d'une amie qui m'avait annoncé une maladie d'Alzheimer stade 1, qui lui avait été annoncée par son radiologue. Eh bien, elle l'a très mal vécu. J'ai même moi-même pleuré. Ses enfants étaient catastrophés, des adolescents qui se sont dit « je vais me retrouver sans personne » puisqu'il n'y avait plus le papa non plus. Donc on va se retrouver sans notre mère qui s'occupe de nous au quotidien. Et aujourd'hui, elle nous annonce ça puisque le radiologue lui a annoncé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle est partie voir la neurologue, elle a dit « écoutez, je peux vous assurer que ça fait 30 ans que je suis neurologue et je peux vous dire que vous n'avez absolument aucune maladie d'Alzheimer. Nous allons d'ailleurs faire les tests. Les tests ont été faits, ça a été prouvé. Je dois dire que c'est extrêmement grave parce que cette personne aurait pu mettre fin à ses jours dans le laps de temps qui séparait le verdict du radiologue et la visite chez le neurologue. Donc je dis qu'il faut faire quand même bien attention de ne pas forcément croire à un radiologue, comme par exemple des examens sanguins qui ne doivent pas être vraiment interprétés par le laboratoire, mais plutôt par le médecin. Cette personne n'a finalement pas la maladie d'Alzheimer. C'est une bonne chose, une bonne chose. Il y a eu beaucoup de TIM entre-temps, c'est possible. Et c'est vrai. Et je vous assure que c'était un miracle parce qu'on m'avait détruit ma voiture à la Technoparade à Paris. Et je me suis dit, écoute, je donne cette voiture pour que cette personne guérisse. Et dans les 10 minutes, la personne m'a appelé pour me dire, je viens de voir ta vidéo sur Facebook, voiture démolie. Et je voulais t'annoncer par la même occasion que j'étais voir la neurologue et je n'ai absolument rien. Et j'étais en larmes depuis une semaine. Donc vraiment, Baruch Hashem, elle n'avait rien. Comment réagir avec ce papa qui a porté sa famille, qui est un héros aux yeux de ses enfants? Comment lui dire, tu ne pourras plus conduire, ou maman, tu ne pourras plus cuisiner, parce que les accidents domestiques peuvent arriver, un four c'est chaud, une plaque de Shabbat c'est chaud aussi. Comment annoncer à ces héros qui ont été toujours les héros de la famille, tu ne peux plus? Alors ça dépend des phénomènes, en fait. Ça dépend de la personnalité de la personne, bien souvent. Ça dépend de son tempérament. Donc c'est-à-dire si la personne était quelqu'un de très indépendante, on va avoir plus de mal à lui dire que la voiture c'est plus possible. Désormais, tu peux encore prendre le taxi, tu peux me demander, et on va mettre en place en fait des stratégies. Est-ce que la télévision est une alternative? Est-ce que c'est bien de mettre un malade devant la télévision? Est-ce que c'est une sorte de pause cérébrale? Ou bien alors ça peut rendre la personne encore dans un état plus grave et on en fait un légume. Alors est-ce que ça accélère ou alors est-ce que c'est bien aussi de mettre la télévision? Les gens ont tendance pour faire une pause, même la famille, c'est légitime. On a assez de répéter, de vivre ça, de mettre le malade devant la télévision. Alors on en revient aux habitudes. Encore une fois, il y a plein de phénomènes. On en revient aux habitudes de la personne. Si quelqu'un a toujours été très télé, d'elle-même, elle va réclamer la télé en permanence, ou si après elle ne peut plus parler, va avoir cette tendance à vouloir la télé. Donc forcément, la passivité, ça ne va pas aider. Mais prévoir des petits temps de télé, avec des repères, parce que la personne, elle est désorientée. Elle avait l'habitude de voir Drucker, mais elle peut vous demander Drucker à 8 h du mat le lundi, et toute la semaine, et plusieurs fois par jour,
tout au long de la journée. Mais de dire c'est bien quand même à 14h20, il y a les feux de l'amour, c'est bien de pouvoir le rappeler aussi. Bien sûr, c'est pour ça. Alors mettre des repères et prévoir des temps télé pour ne pas être que dans la télé et que dans la passivité, et faire en sorte à ce que la personne puisse profiter des habitudes qu'elle avait et garder quelque part son mode de vie, mais en même temps proposer en parallèle des activités de stimulation où la personne est plus actrice de son quotidien, tant que faire se peut, et moins passive, comme on a tendance à le faire devant la télé. Pour ça, il faut des structures. Hein. Il faut quand même des structures parce que les familles ne sont pas préparées pour il faut du conseil. Tout type d'activité. Alors ce conseil, on peut le prendre auprès de vous, oui. qui êtes en Israël. Vous êtes également joignable en Israël. Oui. Bien sûr. Mais auprès de l'association qu'on est en train de monter, qui s'appelle KABED, qui va fournir du service, on espère, du nord jusqu'au Merkaz, du service à domicile, pour pouvoir conseiller les familles, pour pouvoir donner des outils pour accompagner les personnes, pour leur fournir aussi des outils concrets pour stimuler la personne en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes, qui puissent préserver justement leur intégrité et leur dignité au maximum, et enrayer l'avancée, tant que faire se peut, enrayer l'avancée de la maladie par des stimulations adaptées. Alors comme je l'ai précisé en début d'émission, on est suivi également en France et en Israël. Donc il sera bon, vous connaissez les deux pays, il sera bon de donner, peut-être de citer les structures existantes en France, peut-être aussi en région parisienne et ailleurs, et également en Israël. Alors, on va commencer par Israël parce qu'on y est. Et que c'est aussi notre futur, j'espère. En Israël, il y a quelques accueils de jour qui sont présents, qui accueillent des personnes. Alors en fonction des accueils de jour, quand on dit un accueil de jour, c'est-à-dire que les personnes viennent le matin et puis repartent, alors justement en fonction des accueils de jour, soit après le repas de midi, soit en fin d'après-midi. On leur fournit dans les accueils de jour différents types de services, des activités manuelles, des activités un petit peu sportives, on va dire psychomotrices, on a des ateliers créatifs, des ateliers de stimulation cognitive aussi, des fonctions mentales. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'ils voient des gens sur place qui peuvent un petit peu parler et que pendant ce temps-là aussi, la famille, quand elle l'accepte, a aussi du temps pour souffler. Alors, en Israël, on a quelques accueils de jour qui sont un petit peu partout dans le pays. On a malheureusement peu de services pour les francophones. Il y en a à Jérusalem, l'association Melabef fait ça, il propose un service les après-midi pour les francophones, c'est toujours bon à savoir. Et à ma connaissance, ce sont les seuls qui proposent un accueil comme ça temporaire dans le pays. Il faudrait creuser la question vraiment pour savoir. C'est terrible quand même pour les personnes qui sont à Ashdod, Tel Aviv, Netanya. Alors 80% quand même de l'Alia est à Netanya aujourd'hui. Donc qu'est-ce que deviennent ces personnes si on les met dans des centres où on parle hébreu? Déjà qu'en français, ils n'arrivent plus à s'y retrouver avec cette maladie. Alors je ne veux pas plaisanter là-dessus, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils vont devenir s'ils ont des aides-soignantes ou des personnes qui vont les aider, mais en hébreu? Puis vient aussi la question de la langue maternelle, parce que cette langue maternelle, des fois, pas toujours, mais des fois ressurgit et devient le canal d'expression privilégié. Une personne qui a grandi au Maroc, en Tunisie, pourrait avoir tendance à vouloir parler en arabe. Une personne qui a grandi en Europe de l'Est, on va dire maintenant plus en France, mais en tout cas qui a appris le yiddish, peut avoir tendance, mais si on en voit de moins en moins, à avoir ce besoin de parler en yiddish ou de parler dans sa langue maternelle. Et donc, c'est pas que forcément le français, mais en tout cas pour beaucoup d'entre nous, le français, il va falloir développer ça. Donc, exit les structures, bien sûr, sauf à Jérusalem. Alors donc, les familles ne peuvent pas se reposer. Et finalement, elles ont le malade à plein temps. Donc, comment il va falloir gérer? Prendre des conseils chez des spécialistes tels que vous. À ce moment-là, vous pouvez organiser, vous, des espèces d'ateliers ou peut-être conseiller au cas par cas les familles? Bien sûr, c'est prévu. C'est prévu dans le cadre de KABED, qui est en train de se mettre en place, qui, j'espère, sera effectif très rapidement, en décembre ou début janvier. Je pense qu'il serait bien que vous puissiez envoyer même des gens à domicile. Peut-être pour aider les personnes, pour soulager 2-3 heures de temps. Et on va surtout former les équipes professionnelles ici à la méthode Montessori Alzheimer que j'ai contribué à développer en France, qui est la méthode d'accompagnement sans traitement, parce que malheureusement ce sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Donc on a une formation prévue déjà pour un accueil de jour à Haïfa, et on va développer un petit peu au maximum ce type de formation où on met en avant tout ce qui concerne la personne
au-delà du masque de la maladie, et bien souvent on a un engagement, on a des progrès même qu'on peut observer qui sont assez intéressants et qui démontent un petit peu les a priori qu'on peut avoir concernant la maladie. D'accord, revenons sur Paris maintenant, sur la France. Sur la France. Alors qu'est-ce qui existe comme structure pour les grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Nice, Marseille? Pour la communauté, il y a deux choses. Il y a l'appareil, c'était un peu comme en Israël, c'est-à-dire on contacte un médecin qui bien souvent nous oriente vers un neurologue, qui bien souvent prescrit des examens d'imagerie et puis des batteries de tests quand c'est possible. Et puis quand un diagnostic est posé, il peut y avoir une orientation, et toujours on dépend de la machinerie, on va dire, administrative. Une orientation peut être proposée pour avoir un accès à un accueil de jour, pour avoir accès dans les cas les plus avancés, ou quand ça prend beaucoup de temps et quand la famille est prête et le patient aussi, à une maison de retraite. Est-ce qu'il y a du 100%, il y a des prises en charge totales en France et en Israël? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, j'aimerais bien savoir pour pouvoir leur dire. Quasiment 100%. Ça dépend parce qu'il y a des subventions qui sont octroyées des fois par les mairies, donc du coup ça descend un petit peu. Ici ou là-bas? Là-bas. D'accord, donc en France, bon, c'est vrai que le système de santé n'est pas bénéfique pour les caisses de l'État, mais il est quand même assez bon quand même pour les malades. Et alors ici, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il y a des prises en charge pour Alzheimer? C'est le même processus, on va voir le médecin renvoie chez le neurologue et le neurologue après prescrit imagerie, batterie de test. Alors ça dépend forcément, ça dépend de l'abonnement qu'on a, enfin la mutuelle qu'on a à la Coupa. Est-ce que c'est inclus dans dans le panier, pardon, est-ce que c'est inclus dans le panier ou pas? C'est des paramètres en fait qui sont qui du coup en fait correspondent aussi, qui sont individuels parce que ça dépend vraiment de ce qu'on a choisi. D'emblée, le Bitur Leumi ne prend pas en charge comme ça des subventions en accueil de jour. Il y a une part financière toujours qui est à donner, même en France. Il faut savoir qu'un accueil de jour, comme justement des fois les subventions sont plurielles, quelqu'un qui habite dans Paris peut payer une somme différente que quelqu'un qui va habiter dans la petite couronne pour le même accueil de jour et pour le même temps. J'avais dit tout à l'heure, il y a 3 grands axes. Le premier, c'est cette baguette magique, diabolique, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai mis là, j'avais mis ça en deuxième. Le premier, c'était justement le petit quelque chose sur le bout de la langue qu'on n'arrive pas à sortir. Et il y a un troisième point qui est fondamental, qui est une forme on va dire, de rétrogénèse, c'est-à-dire que la mémoire, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de mémoire. Sans rentrer dans les détails, il y a un des types de mémoire qui est la mémoire de nos souvenirs de vie, ce que j'ai fait, là où j'ai grandi, là où j'ai travaillé, quand je me suis marié, mes enfants, etc. etc. Mais c'est bizarre qu'ils se souviennent de choses d'il y a 50 ans alors justement, et ne se souviennent pas où ils ont mis leur portefeuille il y a 10 minutes. Justement, alors c'est pas le même type de mémoire et justement, c'est un troisième point, il faut développer ça parce que c'est fondamental pour comprendre la maladie. Dans de nombreux phénomènes, alors pas dans tous les types de démence et pas systématiquement, mais très souvent, dans la majorité des cas, cette mémoire-là, il faut imaginer comme un oignon. C'est-à-dire que plus on a les souvenirs de quand on est petit, et plus des nouveaux souvenirs arrivent, plus on vit, et hop, on rajoute des couches à l'oignon qui grandit. Et avec la maladie, comme si que la maladie épluchait l'oignon. On va dire que tout au bout, chez les grands, les souvenirs les plus récents. Donc, j'ai eu des petits-enfants. Ouais. Et bien, quand cette couche-là va être pelée, entre guillemets, va s'en aller, j'ai pas de petits-enfants. Et après, et d'ailleurs, j'ai pas de petits-enfants. Je viens d'arriver en retraite et mes enfants, ils ont fini le travail il y a pas très longtemps et c'est pas possible qu'ils aient des enfants. Et puis, on arrive un peu plus tôt. Mes enfants, ils sont petits, ils sont encore petits. Et moi, je suis dans la vie active. D'ailleurs, je cherche à aller au travail tout le temps. Donc, et puis, petit à petit, je suis pas encore marié. Alors, on va me dire, mais je suis ta femme et tout. C'est pas possible. Je suis pas encore marié. J'ai 20 ans. Donc, je vois une personne âgée qui me dit, je suis ta femme. C'est pas possible. Ça n'entre pas. Et un phénomène qu'on rencontre, c'est que bien souvent, quand on demande à la personne où elle habite, ou spontanément, sans lui poser la question, elle va dire « j'habite à tel endroit » et elle ressort l'adresse de son enfance. C'est un phénomène très connu. Ce qui se passe, aussi un phénomène très connu par rapport à ça, mais il y en a plein, c'est que bien souvent la personne veut prendre sa douche, donc on l'emmène pour prendre la douche, elle va prendre la douche, et dans le miroir, elle voit une personne âgée. C'est elle, sauf que dans son esprit, elle a 15 ans, 10 ans, 5 ans peut-être, 20 ans.
mais ce n'est pas la personne âgée qui a l'air bizarre, qu'elle ne connaît pas et qui est en train de la regarder. Alors que, et si c'est une personne pudique, on en revient encore une fois à la personnalité, elle ne va pas forcément accepter du tout qu'on la regarde se mettre à nu, une personne âgée qui est juste là. Donc ce phénomène-là joue énormément. Donc, que dire à un enfant qui va voir son père, enfin un enfant, c'est-à-dire un fils qui va voir son père pour ne pas tester, mais aussi et avoir conscience que si ça se trouve dans l'esprit de son parent, il n'est tout simplement pas encore né. Ses enfants ne sont pas encore nés, mais lui ne l'est peut-être pas non plus. Et donc arriver en disant « je suis ton fils », c'est pas forcément la meilleure des choses. Dans des étapes plus avancées, c'est très difficile à faire pour la famille, on le donne comme ça, c'est des conseils qu'on donne comme ça, mais c'est très très difficile à mettre en pratique. Mais c'est se contenter, ne pas essayer de chercher à savoir. Et des fois, bien souvent, quand on ne cherche pas à savoir, on a une bonne surprise. On a une reconnaissance qui se met en place, qui ressurgit de nulle part, qui est très déstabilisante, parce qu'on dit « mais il ne me reconnaît pas, 98% des cas », et là, d'un coup, il me sort mon prénom. Et le mieux, c'est de ne pas essayer, et d'essayer d'arriver, la personne va voir que je suis quelqu'un, j'ai l'air de te connaître, on est dans les stratégies de contournement, tu as l'air de me connaître, je ne vois pas trop qui t'es, mais je vais faire comme si, et comme tu me souris, je vais te sourire, et peut-être qu'on va passer là un bon moment. Mais si je suis mis en échec d'emblée, parce que tu me dis que tu es mon fils alors que j'ai 20 ans, putain, c'est pas possible. Ou bien qu'on se fasse directement engueuler. Mais comment tu me reconnais pas? Il y a des gens qui perdent patience aussi, qui font dans l'arme même devant le malade, qui ont des crises de pleurs et de panique. C'est l'acceptation de la maladie qu'on disait justement après le déni et à le rejet, la protestation. C'est pas possible, tu dois me reconnaître. Et certaines personnes insistent, mais je suis ton fils, je suis né tant, on était en vacances, on a fait ci, on a fait ça. Et ça, c'est très 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 problématique. J'ai le souvenir d'un monsieur qui a vu son fils entrer, il a dit « mais comment tu peux rentrer avec ta maîtresse chez moi ?» alors qu'il est venu avec sa femme, donc la belle-fille. C'est très dur. Mais si ça se trouve, le fils qu'il a vu, c'est son père qui avait une maîtresse. C'est tout à fait possible. La ressemblance est mise en avant. Et du coup, l'histoire familiale, je donne une hypothèse vraiment comme ça tiré par le jeu, mais c'est tout à fait possible. Ça crée cette confusion. Bien souvent, la fille, le fils peut être prise pour la sœur. On dit que l'aluminium, se servir très souvent, très fréquemment toute sa vie, de l'aluminium pour conserver les aliments ou les couvrir ou chauffer dans l'aluminium. Quand on chauffe une pizza dans le four, on met souvent un papier alu en dessous ou faire d'autres choses. Eh bien, prendre des antidépresseurs ou des anti-anxiolytiques peuvent se révéler déterminants dans le développement de cette maladie. Alors, c'est légitime quand même que je vous pose cette question. Est-ce que vous avez des infos là-dessus à nous donner? Je peux en parler, mais je ne peux pas engager une parole médicale dans la mesure où ce n'est pas mon rôle. Mais il y a tout un tas d'études qui pointent à chaque fois systématiquement un ensemble de facteurs. On parle des fois d'un épisode justement de dépression à certains âges de la vie, notamment à la fin de la quarantaine, vers la cinquantaine. On parle de l'alimentation aussi qui est mise en avant. On parle justement après de s'il y a eu j'ai déjà des épisodes dépressifs, mais la prise en charge d'anxiolytiques à long terme ou d'antidépresseurs. On met en avant en fait beaucoup de facteurs différents, mais il y a tout un ensemble de facteurs en réalité. Il n'y a pas un facteur qui a été dégagé comme étant responsable. Et la contraposée, c'est que pour entre guillemets, la prévention, on met aussi en avant des régimes alimentaires. On a eu pendant toute une période, on disait qu'un petit verre de vin pendant ce temps, ça préserve et ça fait du bien. Plus récemment, là, on a mis en avant le café. On disait que le café à petite dose, ça fait du bien. Il y a toujours, c'est-à-dire la recherche, pour l'instant, est très très large, évolue énormément, mais il n'y a pas un facteur qui se dégage. Comme il n'y a pas un responsable aussi. Comme il n'y a pas une seule cause et comme il n'y a pas un seul facteur qui dit voilà, ce truc-là va être responsable. De la même façon, on ne peut pas dire que. Mais encore une fois, ce sont des propos, c'est une parole médicale que je ne peux pas tenir, moi, en tout cas, je ne peux pas en assumer la responsabilité. Mais de la même façon dont on ne peut pas dire que fumer tue ou fumer provoque le cancer. On multiplie les chances. Et là encore, même si on sait qu'il y a plus de chances de développer un cancer si on fume, mais ce n'est pas une conséquence directe. D'accord, donc finalement les gens se trouvent quand même, alors entre le manque de thérapie médicamenteuse
et ne pas savoir ce qui cause tout ça, elle se trouve complètement déboussolée, désorientée, désarmée, et donc on revient à ce système mécanique où on doit soi-même encore gérer ce problème. Mais alors il faut vraiment un accompagnement d'une autre personne qui est extérieure à la famille. Essayer tant que faire se peut, en tout cas, et de répartir les tâches au maximum, et que la famille soit bien conseillée, bien évidemment, mais de répartir les tâches pour ne pas que ça se retombe sur une seule ou deux personnes de l'entourage, le conjoint, la conjointe, la fratrie. On arrive à des phénomènes qui peuvent parfois arriver, qui peuvent mener à des petites dépressions. On appelle ça le syndrome du fardeau de l'aidant. Il y a bien évidemment une distinction, c'est pas forcément nécessaire d'y revenir dessus, mais on arrive vraiment à un état où on peut plus, on donne tout ce qu'on a pour la personne en permanence, et le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte d'avancer, qu'on avance dans cet état. L'exemple qu'on donne souvent, que je donnais tout à l'heure, en parlant même tout à l'heure dans une conversation, c'était l'exemple du bain chaud, c'est-à-dire que si on prend un bain chaud directement très chaud, on va se brûler. Si on le prend à bon degré, on le prend tiède et qu'on monte petit à petit la température, on ne se rend pas compte, on se rend compte que ça chauffe, mais on le tolère beaucoup mieux et on peut arriver à des températures beaucoup plus élevées où on se serait brûlé d'emblée. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène comme ça, on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte, il faut aider la personne, elle est dépendante, elle a une maladie. Alors on ne prend pas toujours de cette façon-là, mais c'est un ensemble d'attitudes qu'on peut avoir. Elle a souffert toute sa vie, je ne veux pas la laisser souffrir, je vais suppléer, c'est mon rôle en tant qu'enfant, en tant que conjointe, etc. Il y a tout un tas de motivations en fait qui apparaissent pour ça et qui font qu'on rentre dans un jeu de l'accompagnement où on s'aliène uniquement à l'accompagnement, où on n'arrive plus à apprendre. Alors, à la décharge des familles, parfois c'est très très difficile parce qu'en plus la fatigue vient se rajouter, les douleurs physiques quand on est âgé, les personnes qui sont désorientées parfois se lèvent tard la nuit, peuvent se lever 7, 8, 10 fois la nuit, à vouloir aller au travail, à vouloir prendre la voiture, à vouloir, je sais pas, passer la tondeuse, à vouloir faire des choses parce qu'on ne se rend pas compte que c'est la nuit, on croit qu'on est en retard, on essaie de respecter ses habitudes, et du coup ça a un côté où la personne se fatigue énormément, n'a plus la possibilité de récupérer, et bien souvent après quand ce syndrome du fardeau de l'aidant peut se déclarer, il y a une vraie difficulté à rebondir, à pouvoir s'en sortir et à pouvoir continuer parce que la personne a toujours besoin d'aide. Et plus que ça, surtout si on a beaucoup joué le jeu de la dépendance peut s'accroître entre-temps. Alors quel est votre programme, vous, le programme que vous proposez, puisque c'est vous que je reçois aujourd'hui, quel est le programme que vous proposez? Bien sûr, il sera adapté en fonction des familles. Vous avez parlé de la méthode Montessori que vous étudiez, que vous appliquez, mais quel est votre programme concrètement pour que les gens puissent bien comprendre de quelle façon vous travaillez lorsqu'une famille vient à vous et vous demande de les prendre en charge? Parce que finalement, j'ai bien compris que c'est tout le monde qui est à prendre en charge et pas seulement le malade. Bien évidemment, bien évidemment. Alors ça va dépendre, bien souvent les familles n'ont pas conscience de ça. Donc le premier point, c'est d'essayer de faire prendre conscience de ce qui ne va pas, de dégrossir un petit peu, on détricote. On essaie de voir un petit peu ce qui se passe, tant au niveau de la famille qu'au niveau de la personne. Savoir si des fois il peut y avoir un besoin d'orienter vers des professionnels aussi, de façon plus spécifique. Mais on est là surtout pour aider à faire en sorte à ce que la personne ait une vie meilleure, digne, et arrive un petit peu à mieux vivre son quotidien, à être utile dans son quotidien, à ce que la famille puisse comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux accompagner sans subir plus les affres de la dépendance, et à faire en sorte à ce que la personne soit moins dépendante, retrouve le sourire, se renferme moins et puisse trouver des activités qui font sens pour elle, qui à terme peuvent faire sens aussi pour la famille. On apprend aux familles, si c'est nécessaire, des techniques de remédiation cognitive qui aident parfois justement à pallier justement à certains phénomènes de ce type-là. Et après, tout simplement, on essaie de les remettre un petit peu en selle pour faire en sorte, on ne peut pas leur vendre du miracle, parce qu'il n'y a pas, malheureusement ça n'existe pas, malheureusement on arrive vers un déclin, on ne peut jamais savoir justement combien de temps on a, ce qui se passe, mais on peut aider en tout cas à profiter. Il y a un moment, bien sûr, où le travail s'arrête et il y a toujours besoin. La réalité vraie, c'est qu'il faudrait plusieurs professionnels en permanence, c'est-à-dire de plusieurs champs disciplinaires pour vraiment bien accompagner une personne. Mais ça, c'est un idéal qu'on ne peut pas se permettre de mettre en place au quotidien. Et donc,
des fois, après, le relais se prend en place. Ça dépend de comment évolue la personne. S'il y a des troubles de la déglutition, forcément, on va avoir un besoin d'un avis médical. On va avoir besoin d'une orthophoniste qui va pouvoir justement prendre en charge et mettre en place une rééducation à ce niveau-là, changer la texture de la nourriture, tout ce genre de choses. Des choses qui peuvent se faire à la maison. Et puis, des choses qui, des fois, nécessitent un accompagnement plus poussé et l'appel à des institutions. Donc, votre travail s'arrête à un certain stade. Hein. Bien sûr. D'accord. Il est indispensable de préciser à toute fin utile qu'au stade 3 de la maladie, c'est ce qu'on appelle généralement stade 3, nous qui ne connaissons pas grand-chose, vous ne serez plus d'utilité puisque la personne ne reconnaît plus rien, est complètement léthargique avec une démence totale et absolue. Donc à ce moment-là, votre travail est terminé. Et il y a bien évidemment d'autres spécialistes qui prennent le relais pour accompagner. Du relais, bien sûr. Tout dépend vraiment de l'état dans lequel arrive cette personne. Des fois, on n'arrive pas à cet état-là. Des fois, c'est tellement spécifique qu'on ne peut pas donner directement de généralité. Alors vous pratiquez à Haïfa, mais vous vous déplacez si besoin? On se déplace jusque dans le Merkaz. On va se déplacer jusque dans le Merkaz, c'est-à-dire jusqu'à Tel Aviv. On va essayer de fournir un service. On s'adresse en priorité, bien évidemment, aux Israéliens qui sont hébraïsants, mais aussi on va mettre en place un service pour les francophones. Ah oui, on en a vraiment besoin. Bien évidemment. C'est pour ça que vous êtes là. On en a besoin, voilà. Voilà, donc Netanya, vous allez pouvoir le couvrir. Vous allez pouvoir couvrir Netanya, on espère pouvoir couvrir Ra'anana, Ashdod, peut-être Tikva. Ashdod, ça fera peut-être un petit peu loin. Je pense qu'on s'arrêtera. On est prévu de s'arrêter au Merkaz. Il faudra trouver quand même une solution peut-être parce plus que tard, peut-être que des collègues prendront le relais. Peut-être on fera le maximum. En tout cas, si des personnes ont besoin de conseils, on peut donner du conseil. On n'est pas là pour. On n'est pas là, c'est-à-dire on peut donner un premier conseil et donner des idées d'orientation. On n'est pas là uniquement pour se déplacer et s'occuper uniquement des personnes qu'on peut prendre en charge. D'accord, je tenais à souligner aux gens qui nous écoutent que vous êtes bien évidemment prêts à recevoir des appels, que ce soit de France ou d'Israël, des personnes qui aimeraient avoir des premiers conseils. Si vous n'êtes pas vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, au moins peut-être les orienter. On peut prendre en charge par téléphone, je peux conseiller. D'ailleurs, vos coordonnées vont apparaître tout de suite en dessous de l'écran, de façon à ce que les gens puissent vous joindre, voilà, sauf la nuit quand même, il faudra quand même laisser dormir le docteur. Oui. Mais vous aurez vraiment des conseils très très avisés. Il est vraiment important, lorsqu'il nous arrive une chose pareille, d'être préparé, d'être blindé au fond de soi-même, parce que c'est une épreuve terrifiante dont on ne revient pas, malheureusement. Très bien, merci docteur El Grabli d'avoir fait le déplacement de Netanya. Merci d'être venu conseiller toutes ces familles qui sont concernées ou qui seront malheureusement concernées dans le futur. Merci également à toutes et tous de nous avoir suivis. Je souhaite également une refoua shelema à toutes les malades, et à tous les malades. C'est vraiment capital du fond du cœur. Écrivez-nous d'ailleurs si vous avez des refoua shelema à faire. Nous les publierons. Merci encore de nous avoir suivis. Prochaine émission avec d'autres sujets très très bientôt, dans quelques instants, suite des programmes sur sarfatid.com. À très très vite sur sarfatid.com, à très très vite sur La Légende. Ciao. Avec le temps tout s'en va, on oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid.